Vous êtes renvoyé. Valérie de Rochefort lâche les mots comme on crache un noyau d'olive. Ses talons claquent mis sur le marbre. Un pas, deux. Elle s'arrête à 30 centimètres d'Aïssata. Le parfum poivre-citron envahit l'air. Aïssata tient encore le biberon. Le plastique tiède colle à sa paume. Elle le pose sur le plan de travail en inox, lentement, comme on dépose un enfant endormi. Vous avez touché à mon lait. Valérie attrape le biberon, le retourne. Une goutte tombe, éclabousse le métal. C'est du vol. Guillaume entre, costume froissé, cravate desserrée. Il n'a pas dormi. Ses yeux passent d'homme de l'une à l'autre. Elle a photographié la préparation, poursuit Valérie sans le regarder, avec son téléphone. Elle brandit l'appareil d'Aïssata, écran fissuré, photo encore ouverte, lait séparé en 2 couches, cendre au fond. Aïssata ne bronche pas. Ses doigts serrent le bord du tablier jusqu'à ce que les jointures blanchissent. « Expliquez-vous » ordonne Guillaume. Sa voix est rauque, usée par les nuits blanches. Valérie répond avant elle. Elle a trafiqué la dose. Léo dort trop. Elle secoue le biberon. Le liquide clapote. Regardez. Aïssata ouvre la bouche. Valérie la coupe. Silence. Un doigt levé, ongle laqué rouge. Vous êtes payé pour nettoyer, pas pour jouer au médecin. Guillaume fixe Aïssata. Vrai? Elle soutient son regard. Ses lèvres tremblent, mais elle ne parle pas. Valérie sourit, dents blanches, canines pointues. Votre badge. Elle tend la main. Aïssata détache le badge en plastique. Le fil s'accroche à un bouton. Elle tire. Le fil se casse. Le badge tombe, claque sur le sol. Ramassez-le, dit Valérie. Aïssata se penche. Ses genoux craquent. Elle ramasse le badge, le pose sur le plan de travail. Guillaume détourne les yeux. Valérie ouvre le tiroir, sort une enveloppe Kraft. Votre solde, moins les jours volés. Elle la glisse vers Aïssata. L'enveloppe glisse, s'arrête contre le biberon. Aïssata ne touche pas à l'enveloppe. Prenez-la, insiste Valérie. Aïssata lève les yeux. Madame, dit-elle enfin, voix basse, rauque, ce lait sent la mort. Valérie ricane. Sortez. Aïssata se retourne. Ses pas résonnent dans le couloir. Elle ne court pas. Elle marche, dos droit, poing serré. Derrière elle, Valérie murmure à Guillaume. Elle ment. Guillaume ne répond pas. Il fixe le biberon. La goutte sur l'inox s'étale, forme une tache ronde, parfaite. Aïssata s'arrête net devant la porte vitrée. Sa main effleure la poignée en laiton, froid comme une lame. Elle pivote, lentement, le regard planté dans celui de Valérie. Dieu voit tout, madame. Les mots tombent, lourds, sans colère, comme des pierres dans un puits. Valérie ricane, croise les bras. Votre Dieu ne paie pas mes factures. Aïssata ne scie pas. Ses yeux glissent vers Guillaume, qui serre les mâchoires, doigts de crispés sur la table. Elle ouvre la bouche, la referme. Le silence pèse plus que les cris. Elle détache son tablier. Le tissu glisse, tombe en tas sur le carrelage. Elle le ramasse, le plie en carré parfait, le pose sur le dossier d'une chaise. Chaque pli est un acte de défi. Valérie tape du pied. Dépêchez-vous. Aïssata avance, ses semelles en caoutchouc couinent. Elle passe devant Guillaume. Il tend la main, effleure son coude. Elle s'arrête. Il retire sa main comme brûlée. Le lait, murmure-t-elle, si bas que seul lui entend. Il ne sent pas le lait. Guillaume pâlit. Ses lèvres s'entr'ouvrent. Aucun son ne sort. Aïssata reprend sa marche. Elle atteint la porte, pousse la barre métallique. Le battant s'ouvre sur le jardin. L'air frais fouette son visage. Elle franchit le seuil. Derrière elle, Valérie claque des doigts. Dimas, raccompagnez-la. Le chauffeur apparaît, costume noir, lunettes fumées. Il empoigne le bras d'Aïssata. Ses doigts s'enfoncent dans la chair. Elle ne résiste pas. Elle marche. Il traverse l'allée de gravier. Chaque pas fait crisser les pierres. Dimas ouvre la grille en fer forgé.
Il la pousse dehors. La grille se referme avec un claquement sec. Aïssata reste plantée sur le trottoir. Le vent soulève une mèche de ses cheveux tressés. Elle sort de sa poche le badge cassé, le glisse dans la fente de la boîte aux lettres des Langlois. Le plastique teinte contre le métal. Elle se retourne. À travers les barreaux, elle voit Guillaume à la fenêtre. Il tient le biberon. Il le secoue. Le liquide clapote. Ses yeux rencontrent les siens. Il détourne le regard. Aïssata ajuste son sac sur l'épaule. Elle marche. Ses pas résonnent sur le bitume. Elle ne regarde pas en arrière. Ses poings se serrent, se desserrent, se resserrent. Dans sa tête, une seule phrase tourne. Je ne laisserai pas un autre enfant mourir. Elle disparaît au coin de la rue. Le soleil décline, rouge comme une plaie ouverte. Guillaume reste figé devant le plan de travail, le biberon encore tiède entre ses doigts, tandis que le silence retombe comme une chape de plomb après le départ d'Aïssata. Valérie tourne déjà les talons, ses escarpins claquant vers le salon où les invités de la soirée caritative attendent, mais elle n'avance pas. Ses yeux fixés sur la tache ronde que la goutte de lait a laissée sur l'inox, une tache qui s'élargit imperceptiblement comme une accusation muette. Il pose le biberon, le plastique cogne doucement le métal et ses mains tremblent sans qu'il puisse les contrôler, car l'image de Léo endormi depuis 16 heures d'affilée lui revient en rafale, le souffle court, les paupières paumes bleues, le corps mou comme une poupée de chiffon. Il ouvre le téléphone d'Aïssata, oublié sur le rebord, l'écran fissuré s'allume sur la photo qu'elle a prise. 2 couches distinctes dans le lait. Une huileuse en surface, une poudre blanche au fond. Et au-delà de l'image, un coin de cadre métallique entrouvert. Un éclat de papier blanc qui dépasse, un détail qu'il n'avait jamais remarqué dans le bureau de Valérie. Il zoome, le cœur cognant contre les côtes, et reconnaît la serrure du petit coffre mural où sont rangés les documents médicaux de Léo, ceux que Valérie lui a fait signer sans qu'il les lise, prétextant l'urgence, la fatigue, la douleur encore vive de la perte de sa femme. Il appelle Valérie d'une voix rauque, mais elle est déjà au téléphone avec le traiteur, riant trop fort, et il raccroche avant qu'elle réponde, car une nausée monte, acide, brûlante, quand il se souvient des nuits où il berçait Léo, où le bébé pleurait faiblement avant de s'effondrer dans un sommeil trop profond, trop long, trop mort. Il ouvre le réfrigérateur, sort un autre biberon préparé par Valérie la veille, le secoue, observe la même séparation, la même opacité suspecte, et cette fois, il porte le goulot à son nez, inhale, et l'odeur chimique, douceâtre, métallique, lui rappelle les sédatifs qu'on lui avait donnés à l'hôpital après l'accident de sa femme. Ses jambes fléchissent, il s'appuie au plan de travail, le front contre le métal froid, et la certitude le frappe comme un coup de poing. Aïssata n'a pas menti. Il revoit son regard, calme, implacable, quand elle a murmuré que le lait sentait la mort, et il comprend que cette femme qu'il vient de chasser a vu ce qu'il refusait de voir, ce que Valérie lui cachait derrière ses sourires de magazine et ses étreintes trop parfaites. Il glisse le téléphone dans sa poche, le cœur battant à se rompre, et monte l'escalier en courant, 2 marches à la fois, vers le bureau, vers le coffre, vers la vérité qu'il pressent déjà, qu'il redoute déjà, mais qu'il ne peut plus ignorer. Guillaume roule à travers la nuit parisienne, les phares de la Tesla découpant des tunnels de lumière dans la brume de Saint-Denis, les rues rétrécissant, les façades se faisant plus grises, plus serrées, jusqu'à ce qu'il gare devant l'immeuble HLM où l'adresse d'Aïssata figure encore sur le badge qu'il a ramassé dans la boîte aux lettres. Il sort, la portière claque dans le silence, et il gravit les escaliers tagués, ses chaussures italiennes claquant sur le béton écaillé, chaque marche un rappel de la distance qu'il a creusée entre son monde et le sien. Au 3e étage, il frappe à la porte 3B, 3 coups secs,
Puis attend, le souffle court, le téléphone d'Aïssata serré dans sa poche comme un talisman. La porte s'entrebâille, une chaîne de sécurité tendue, et le visage d'Aïssata apparaît, fatigué, les yeux rougis, mais toujours droit, toujours calme. Elle le regarde sans surprise, comme si elle savait qu'il viendrait, et elle referme la porte pour ôter la chaîne, puis l'ouvre en grand, le laissant entrer dans l'appartement exigu où une lampe unique et claire, un salon-cuisine encombré de jouets d'enfants et d'un vieux canapé couvert d'un plaid sénégalais. Il reste debout, mal à l'aise, les mains dans les poches, tandis qu'elle retourne à la table, où une casserole de lait chauffe sur une plaque électrique, une bouteille de lait en poudre bon marché à côté, et elle verse, mesure, remue, avec la précision d'une mère qui a déjà perdu un fils. Il ouvre la bouche, veut parler, mais elle lève la main, un geste doux mais ferme, et continue de préparer le biberon pour la petite voisine qu'elle garde ce soir, une gamine de 2 ans aux joues rondes qui dort sur le canapé, un doudou serré contre elle. Il attend, les minutes s'étirent, et quand elle pose enfin le biberon tiède sur la table, elle se tourne vers lui, croise les bras, et il sent la honte lui brûler la gorge. Il sort le téléphone, le pose entre eux, l'écran fissuré reflétant la lumière jaunâtre, et il dit qu'il a vu la photo, qu'il a senti l'odeur, qu'il a ouvert le coffre, qu'il a trouvé le dossier ADN, que Léo n'est pas son fils biologique, que Valérie savait, qu'elle l'a manipulé, qu'il a tout signé sans lire, qu'il a chassé la seule personne qui voyait clair. Elle écoute, immobile, ses doigts effleurant le bord de la table, et quand il se tait, à bout de souffle, elle hoche la tête, lentement, comme on accepte une vérité qu'on portait déjà en soi. Elle lui dit qu'elle reviendra, mais pas pour lui, pas pour l'argent, pas pour la maison, mais pour Léo, pour que plus aucun enfant ne meure dans le silence des riches. Elle pose ses conditions, claires, nettes, sans colère. Elle prépare tout le lait, elle accède à la nurserie à toute heure, elle parle directement au pédiatre et il accepte immédiatement, sans négocier, car il sait qu'il n'a plus rien à offrir, que sa reddition. Elle lui tend une tasse de thé à la menthe, brûlant, amer, et il boit, les larmes montant sans qu'il puisse les retenir, tandis qu'elle range la cuisine, range sa vie, range sa dignité, prête à retourner dans la cage dorée pour sauver ce qui peut encore l'être. Aïssata se réveille avant l'aube, le corps encore lourd du sommeil interrompu par les pleurs de la petite voisine qu'elle garde depuis 3 nuits. Et elle glisse hors du lit étroit, pieds nus sur le linoléum froid, pour préparer le thé à la menthe dans la bouilloire ébréchée qui siffle comme un oiseau blessé. L'appartement sent le lait en poudre, le savon de Marseille et la chaleur des corps entassés, ses 2 grands-fils dormant dans la chambre voisine, leur respiration régulière traversant la cloison fine, tandis qu'elle verse l'eau bouillante sur les feuilles séchées. Le parfum montant en volute qui lui rappelle Podacar, les matins où son mari chantait en wolof en tressant les cheveux de leur cadet, celui qui n'a pas survécu à la fièvre faute de soins. Elle sort sur le balcon minuscule, une tasse fumante entre les mains, et regarde la cité s'éveiller, les lumières des HLM clignotant une à une, les mères sénégalaises, maliennes, ivoiriennes qui se lèvent pour les mêmes batailles, les mêmes factures, les mêmes enfants à nourrir avec 3 € par jour. Elle descend les escaliers, sac plastique rempli de lait en poudre et de biscuits, et frappe à la porte de Fatima, la voisine du 2e, dont le mari est en prison et dont la fille homme de 18 mois, tous depuis 1 semaine. Elle entre, pose le sac sur la table bancale, prend la petite dans ses bras, lui donne le biberon qu'elle a y préparé la veille, et enseigne à Fatima comment lire les étiquettes, comment diluer sans gaspiller, comment reconnaître la fièvre qui tue. Dans la cour, elle organise les enfants autour d'un ballon crevé, leur apprend à partager, à attendre leur tour, à ne pas frapper plus faible qu'eux, et quand un garçon plus grand pousse une fillette,
Elle s'interpose, voix ferme mais douce, main posée sur l'épaule, et le garçon baisse les yeux, marmonne des excuses, car même les plus durs respectent celles qui ne crient jamais, mais ne cèdent jamais. Elle rentre à midi, prépare un thieboudienne avec les restes de poissons congelés, invite les 3 gamins du 4e qui n'ont pas mangé chaud depuis 3 jours, et ils mangent en silence, les cuillères raclant les assiettes en plastique, les yeux brillants de gratitude muette. Le soir, elle s'agenouille sur le tapis usé, face à la petite photo de son fils décédé, et prie en wolof, les mots coulant comme une rivière ancienne, demandant la force de ne pas haïr, de ne pas fuir, de ne pas laisser un autre enfant glisser dans le néant. Elle se relève, range la cuisine, coude un ourlet déchiré sur la chemise de son aîné, écoute les devoirs du cadet, et quand la nuit tombe enfin, elle s'assoit à la table, sort son vieux téléphone, ouvre la photo du biberon empoisonné, zoome sur le coin de coffre, et comprend que le combat ne fait que commencer. Elle éteint la lumière, s'allonge sur le matelas mince, et serre contre elle la couverture que son mari avait rapportée du marché Sandaga, respirant l'odeur fanée de maison, de dignité, de résistance, prête à retourner dans la cage des riches pour en arracher un enfant au silence. Guillaume se tient sur le seuil de l'appartement exigu, les épaules voûtées sous le costume froissé, les yeux injectés de sang après 3 nuits sans sommeil, et il tend le téléphone fissuré comme on tend une arme encore fumante, la photo du biberon empoisonné éclairant son visage d'une lueur bleutée. Aïssata le prend sans un mot, ses doigts effleurant les siens, un contact bref mais chargé de tout ce qui n'a pas été dit, et elle pose l'appareil sur la table bancale, où traînent encore les miettes du thieboudienne partagées avec les enfants du quartier. Elle croise les bras, le regarde droit dans les yeux, et parle enfin, la voix basse, posée, chaque syllabe pesée comme une pierre dans la balance de la justice. Elle reviendra, mais seulement pour Léo, pas pour lui, pas pour Valérie, pas pour l'argent qui coule dans les veines de Neuilly-sur-Seine. Elle préparera chaque goutte de lait, surveillera chaque respiration du bébé, accédera à la nurserie à toute heure, parlera directement au pédiatre sans intermédiaire. Et si une seule de ces conditions est brisée, elle partira pour de bon, emportant la vérité avec elle. Guillaume hoche la tête, immédiatement, sans marchandage, car il sait que sa signature sur les papiers, falsifiée, son aveuglement face au sourire trop lisse de Valérie, son renvoi brutal d'Aïssata ont déjà coûté trop cher, et il accepte tout, les yeux baissés, la gorge nouée, tandis qu'elle se tourne vers le placard, sort son tablier reprisé, le plie avec soin, le glisse dans un sac en plastique usé. Ils quittent l'immeuble, ensemble, descendent les escaliers tagués, traversent la cour où les enfants jouent encore malgré l'heure tardive, et montent dans la Tesla qui détonne parmi les carcasses de voitures brûlées, le moteur électrique ronronnant comme un reproche silencieux. Le trajet jusqu'à Neuilly se fait dans un mutisme lourd, ponctué seulement par le clignotant qui rythme les virages, et quand la grilleule en fer forgé s'ouvre sur la villa illuminée, Aïssata sent son estomac se nouer, mais elle descend, sac à l'épaule, tête haute, prête à affronter la cage dorée une seconde fois. Dans la cuisine, elle reprend sa place comme si elle n'était jamais partie, ouvre le réfrigérateur, vide les biberons préparés par Valérie dans l'évier, le liquide trouble coulant en spirales accusatrices, et commence à mesurer la poudre, l'eau, le geste précis, maternel, tandis que Guillaume reste en retrait, observant, apprenant. Plus tard, alors qu'elle range ses affaires dans la petite chambre de service, elle ouvre le tiroir de la table de nuit, y trouve un bout de papier froissé glissé là par elle-même avant son départ, un fragment de dossier médical marqué d'un tampon rouge, et elle comprend que Valérie a déjà commencé à falsifier les analyses de Léo pour justifier son sommeil éternel.
Elle glisse le papier dans sa poche, referme le tiroir et se tourne vers Guillaume qui attend dans l'encadrement de la porte, les yeux suppliants, et elle hoche la tête, un pacte scellé dans le silence. La guerre est déclarée, mais cette fois, elle ne sera pas seule. Marc Vidal surgit dans la nurserie à 2 heures du matin, blouse blanche impeccable sur un costume anthracite, stéthoscope pendant autour du cou comme une médaille d'autorité, et il referme la porte derrière lui avec un clic discret qui résonne pourtant comme un verrou de prison dans le silence de la villa endormie. Aïssata, penchée sur le berceau où Léo respire à peine, une main posée sur le front brûlant du bébé, se redresse lentement, ses doigts encore humides du linge frais qu'elle vient de changer, et elle sent l'odeur d'eau de Cologne coûteuse envahir la pièce, mêlée à celle du lait qu'elle a préparé elle-même, pure, sans trace de poison. Vidal s'approche, ses semelles en cuir souple effleurant le parquet sans bruit, et il pose sa mallette médicale sur la commode, l'ouvre d'un geste théâtral, révélant des fioles transparentes alignées comme des balles dans un chargeur, tandis que ses yeux, froids, calculateurs, fixent Aïssata avec la même intensité qu'un chirurgien évaluant une tumeur à retirer. Il lui ordonne de sortir, prétextant un examen urgent, mais elle reste plantée, dos au berceau, les bras croisés, et refuse d'un mouvement de tête sec, car elle sait que ses mains, à lui, ont déjà touché trop de biberons, trop de seringues, trop de vies fragiles. Il insiste, la voix baissée mais tranchante, évoquant les règles de la maison, la hiérarchie médicale, la confiance absolue que Guillaume lui accorde depuis des années, et il avance d'un pas, assez près pour qu'elle sente son souffle mentholé, assez près pour qu'elle voie la crispation de sa mâchoire, quand il comprend qu'elle ne cédera pas. Il tente alors de la contourner, main tendue vers le biberon, qu'elle a posé sur la table à langer, mais elle bloque le passage, corps tendu comme un rempart, et murmure que le bébé dort enfin sans drogue, que la fièvre baisse, que ses analyses à elle, faites par une amie pharmacienne à Dakar via une vidéo nocturne, ont confirmé la présence de midazolam dans les échantillons précédents. Vidal pâlit, un éclair de panique traverse son regard, mais il se reprend immédiatement, sourit avec cette assurance des hommes qui ont toujours gagné, et sort son téléphone, compose un numéro, parle à voix basse à Valérie qui descend déjà l'escalier en nuisette de soie, les cheveux défaits, les yeux brillants de rage contenue. Elle entre sans frapper, referme la porte à double tour, et ensemble, ils forment un mur vivant, 2 prédateurs acculés, et Valérie ordonne à Vidal de préparer une nouvelle dose, plus forte, pour en finir cette nuit, sous prétexte d'une crise soudaine, d'une urgence médicale, d'un arrêt cardiaque naturel. Aïssata sent son cœur s'emballer, mais elle ne recule pas, elle attrape le biberon, le serre contre sa poitrine, et promet que si une seule goutte empoisonnée touche les lèvres de Léo, elle hurlera, elle appellera la police, elle brisera les vitres blindées de cette prison dorée. Vidal ricane, sort une seringue déjà remplie, et Valérie s'approche, main levée, prête à frapper. Mais à cet instant précis, la caméra de surveillance cachée dans le coin de la pièce clignote discrètement. Un témoin muet que Guillaume, réveillé par l'application sur son téléphone, regarde en direct depuis son bureau, les poings serrés, la respiration suspendue, comprenant enfin que la trahison n'est pas seulement dans le lait, mais dans le sang même de sa maison. Aïssata attend que la villa replonge dans le silence artificiel de la climatisation, les pas de Vidal et Valérie s'éloignant dans le couloir comme des lames qu'on rengaine, et elle glisse hors de la nurserie, le biberon pur serré contre elle, pieds nus sur le marbre froid pour ne pas faire craquer les lattes. Elle descend l'escalier de service, traverse la cuisine, où les plans de travail en quartz reflètent la lune à travers les baies, vitrées, et s'enferme dans la buanderie, verrou tourné, cœur battant à se rompre.
Elle sort son vieux téléphone, écran fissuré, batterie à 16%, et ouvre l'application Zoom qu'elle a téléchargée la veille après avoir volé 5 minutes dans la chambre de service. Elle appelle Fatou, sa cousine pharmacienne à Dakar, qui répond en wolof, voix ensommeillée mais alerte, et Aïssata retourne la caméra vers le biberon qu'elle a subtilisé plus tôt dans le réfrigérateur de Valérie, celui encore scellé, étiquette arrachée. Fatou zoom, fronce les sourcils, demande de secouer, d'incliner, et confirme la séparation en 2 phases. La couche huileuse, la poudre blanche qui refuse de se dissoudre, puis elle demande un échantillon, une goutte sur une lamelle, et Aïssata obéit, verse sur un morceau de verre dépoli trouvé dans la trousse de premier secours, filme en gros plan, envoie la vidéo en direct. Fatou disparaît quelques minutes, revient avec un spectrophotomètre de poche, analyse en temps réel, et le verdict tombe, net, implacable. Midazolam à concentration croissante, dosage progressif sur 8 jours, assez pour plonger un adulte dans le coma, assez pour éteindre un bébé de 8 mois en 1 semaine. Aïssata coupe la communication, essuie la sueur de son front et glisse le téléphone dans la poche de son tablier, mais elle sait que ce n'est pas assez, que la parole d'une femme de ménage sénégalaise ne pèsera jamais face à un médecin diplômé de la Sorbonne et une fiancée de la haute société. Elle remonte, silencieuse, passe devant le bureau de Valérie dont la porte est entr'ouverte, une liasse de factures pires médicales, dépassant d'un dossier ouvert sur le bureau en acajou. Elle entre, referme derrière elle, allume la lampe de poche du téléphone et photographie chaque page. Commande de Midazolam auprès d'une officine à Bruxelles, facture réglée par le compte personnel de Valérie, signature falsifiée, date antidatée. Elle trouve aussi un carnet à spirale, pages arrachées, mais une reste, un tableau précis des doses, des heures d'administration, des réactions de Léo notées en marge. 22 heures, pleurs faibles. 22h15, silence total. Elle range le téléphone, mais entend des pas dans le couloir, lourds, décidés, et elle se glisse derrière le rideau épais. Souffle suspendu, tandis que Vidal entre, ouvre le tiroir, sort une enveloppe Kraft, y glisse un nouveau flacon, et murmure dans son téléphone que la dose finale sera administrée demain soir lors de la réception, quand tout le monde sera ivre de champagne et de faux semblants. Il ressort, et Aïssata attend 10 battements de cœur. Puis, elle fouille le tiroir, trouve une clé USB marquée « Elle », la branche sur son téléphone, découvre un dossier vidéo, Valérie et Vidal dans le bureau, 3 mois plus tôt, riant, trinquant, planifiant la zombie disparition naturelle de l'enfant pour libérer l'héritage. Elle copie tout, efface les traces et retourne à la nurserie, où Léo respire enfin sans sifflement, où la vérité pèse désormais dans sa poche comme une grenade dégoupillée. Aïssata s'agenouille devant le coffre mural dans le bureau de Valérie, la clé USB encore chaude dans sa paume, le cœur cognant si fort qu'elle craint que le battement ne réveille la maison entière, et elle compose le code qu'elle a vu Guillaume taper dans l'urgence de la nuit précédente, les chiffres cliquant comme des os qui se brisent. Le panneau s'ouvre avec un soupir métallique, révélant une pile de dossiers impeccablement rangés, étiquetés dans lettres dorées, et elle tire celui marqué « Léo, médical », les doigts tremblants, les pages bruissant comme des ailes de corbeau. Le premier document est un certificat de naissance, tamponné, officiel, mais la date de conception ne correspond pas à celle du mariage de Guillaume avec sa défunte épouse, et Aïssata sent la nausée monter quand elle comprend que Léo n'est pas le fils biologique de l'homme qu'elle a juré de protéger. Elle tourne la page, trouve le rapport ADN, 2 colonnes implacables, un taux de compatibilité à 0,0%, signé par un laboratoire suisse, cachet rouge, et en bas, une note manuscrite de Valérie.
à détruire après signature du testament modifié. Elle fouille plus loin, extrait un projet de testament antidaté, la signature de Guillaume imitée avec une précision diabolique, les clauses sautant aux yeux. Léo déshérité au motif de non-filiation biologique avérée. L'intégralité des 280 millions d'euros reversés à Valérie de Rochefort en cas de décès prématuré de l'enfant et une police d'assurance vie souscrite 6 mois plus tôt, bénéficiaire unique. Elle. Aïssata sent ses genoux fléchir, mais elle se force à continuer. Photographie chaque page, chaque saut, chaque ligne, le flash du téléphone, éclairant les murs comme des éclairs dans une tempête intérieure. Elle referme le coffre, le clic résonnant comme un glas, et glisse l'épreuve dans la poche intérieure de son tablier. Mais un détail la retient. Un post-it collé au dos du dossier, une adresse email cryptée, un mot de passe griffonné, et elle sait qu'elle tient là la clé du réseau complet. Revenue dans la nurserie, elle branche la clé USB sur son téléphone, ouvre le dossier vidéo et regarde Valérie et Vidal assis dans ce même bureau, 3 mois avant l'accouchement, riant, trinquant au champagne. Valérie disant que l'enfant de la maîtresse morte est un obstacle, Vidal proposant le midazolam en dose homéopathique, progressive, indétectable, jusqu'à l'arrêt cardiaque final, attribué à une malformation congénitale. Elle coupe la vidéo, le souffle court, et comprend que le plan n'était pas seulement financier, mais personnel, une vengeance froide contre la mémoire de la femme aimée, contre l'enfant qui portait son sang, contre Guillaume qui pleurait encore sa perte. Elle sauvegarde tout sur un cloud anonyme, efface les traces locales et reste assise dans le fauteuil à bascule, Léo endormi contre elle, sa respiration régulière comme un métronome de vie, et elle sait que la vérité qu'elle porte désormais est une bombe à retardement, qu'elle doit la désamorcer avant la réception du lendemain, avant que la dose finale ne soit versée, avant que le monde des riches ne referme ses griffes de doré sur un cercueil d'enfants. Aïssata sent la main de Valérie se refermer sur son poignet comme une menotte d'acier, les ongles laqués s'enfonçant dans la chair, tandis que la lumière crue du bureau éclaire le coffre encore entr'ouvert, les dossiers éparpillés sur le tapis perçant, et Vidal bloque la porte, seringue brandie, le liquide clair luisant sous l'ampoule comme une promesse de mort lente. Valérie tire d'un coup sec, arrache la clé USB de la poche du tablier, la brandit entre 2 doigts, sourire carnassier, et ordonne à Vidal d'ouvrir la mallette, de préparer la dose définitive, celle qui effacera la femme de ménage, le bébé, le doute, tout, en une overdose propre dans le 93, une tragédie banale que les journaux relégueront en bas de page. Aïssata recule, dose au bureau, les reins cognant le bois dur, et elle voit Vidal remplir la seringue, le piston remontant avec un chuintement discret, tandis que Valérie s'approche, parfum poivre-citron étouffant, et lui présente un verre d'eau où flotte déjà le sédatif, l'obligeant à boire, la main libre serrant sa nuque, les doigts s'enfonçant dans les tresses comme des griffes. Aïssata porte le verre à ses lèvres, sent l'odeur chimique, douceâtre, et laisse le liquide couler dans sa bouche, mais elle ne l'avale pas, elle le garde, joues gonflées, regard fixe, et quand Valérie relâche la pression, elle crache d'un jet précis sur le visage de la femme, le liquide ruisselant sur le maquillage parfait, révélant la rage brute en dessous. Vidal bondit, seringue levée, mais Aïssata pivote, attrape le coupe-papier en argent sur le bureau, le brandit comme une dague, et tranche l'air entre eux, forçant Vidal à reculer, la pointe effleurant sa blouse. Valérie hurle, essuie son visage et se jette sur elle, ongles en avant, griffant la joue, arrachant un lambeau de peau. Mais Aïssata riposte, coude dans les côtes, genoux dans le ventre, et profite du déséquilibre pour plonger vers la fenêtre. Ouvrir le battant d'un coup d'épaule, l'air nocturne fouettant son visage ensanglanté. Elle grimpe sur le rebord, jambes tremblantes,
et saute sur la gouttière, métal froid sous les paumes, le vide en dessous, mais elle se hisse, rampe sur les tuiles, le souffle rauque, tandis que Vidal ouvre la porte, crie dans le couloir, alerte les gardes, et Valérie hurle son nom comme une malédiction. Aïssata atteint le toit, glisse, se rattrape à une cheminée et active l'Apple Watch à son poignet, l'enregistrement vocal lancé depuis le début de la confrontation, les aveux de Valérie, la dose, le plan, tout capturé, envoyé en direct vers le cloud, vers Guillaume, vers la police qu'elle a contactée en secret la veille. Elle descend par l'échelle de service, pieds nus, ensanglantés, et court dans le jardin, les projecteurs s'allumant un à un, les chiens lâchés. Mais elle connaît les cachettes, les buissons, les ombres, et elle atteint la grille latérale, la franchit, tombe sur le bitume, se relève et disparaît dans la nuit, la clé USB toujours serrée dans sa main, le sang coulant sur sa joue, mais la vérité intacte, prête à exploser. Aïssata court pieds nus sur le bitume de Neuilly, le sang pulsant dans ses veines, la joue lacérée brûlant sous le vent froid, et elle serre l'Apple Watch contre son poignet, l'écran fissuré affichant l'icône d'enregistrement encore active, les aveux de Valérie et Vidal capturés en direct, envoyés vers le cloud, vers Guillaume, vers le commissariat du 17e arrondissement, où elle a laissé un message anonyme la veille. Elle atteint la station de taxi déserte, se glisse dans l'ombre d'un platane et ouvre l'application, vérifie que le fichier audio de 7 minutes 42 secondes est bien sauvegardé. Puis elle le transfère sur une clé USB de secours qu'elle a cachée dans la doublure de son tablier, une précaution apprise dans les quartiers où la police efface les preuves. Elle sait que la réception bat son plein à la villa, 200 invités en smoking et robe de soirée, le champagne coulant à flot, Valérie jouant la parfaite fiancée, Vidal distribuant des sourires de médecin de famille, et elle doit retourner là-bas, maintenant, avant que la dose finale ne soit versée dans le biberon de Léo. Elle arrête un taxi, grimpe à l'arrière, donne l'adresse d'un hôtel proche, paie en liquide et descend à 3 rues, marche dans les ruelles, évite les caméras, le cœur battant à se rompre, jusqu'à ce qu'elle atteigne la grille latérale, toujours ouverte pour les livraisons. Elle se glisse dans le jardin, rampe sous les buissons, les branches griffant ses bras, et atteint la porte de service, pousse le battant, entre dans la cuisine où les traiteurs s'affairent, couteau tranchant, casserole fumante. Elle vole un plateau de petites fours, un tablier propre, et se fond dans le personnel, tête baissée, visage à moitié caché par une casquette, et monte l'escalier de service, chaque marche un risque, chaque ombre, une menace. Dans la nurserie, Léo est seul, biberon empoisonné posé sur la table. À l'angeur, étiquette neuve, mais elle reconnaît l'odeur, douceâtre, chimique, et elle vide le contenu dans l'évier, le liquide trouble coulant en spirales accusatrices. Puis, elle prépare un nouveau biberon, poudre pure, eau tiède, geste précis, maternel. Elle le donne à Léo, qui tète avec une vigueur nouvelle, les yeux grands ouverts, et elle sent les larmes monter, mais elle les ravale, car le temps presse. Elle descend au sous-sol, trouve le local technique, branche la clé USB sur le système de vidéosurveillance, pirate le mot de passe qu'elle a vu Vidal taper la semaine précédente et télécharge les enregistrements des 3 derniers mois. Valérie entrant dans la nurserie à minuit, Vidal injectant le sédatif, les doses augmentant, les pleurs de Léo s'affaiblissant. Elle sauvegarde tout, efface ses traces, et remonte, le plateau toujours à la main, traverse le hall où les invités rinent, où Guillaume, costume impeccable, verre à la main, la cherche du regard, les yeux injectés de panique. Elle s'approche, glisse la clé USB dans sa poche, murmure que tout est là, les aveux, les vidéos, le testament falsifié, et qu'il doit agir maintenant, avant que Valérie ne comprenne. Guillaume pâlit, serre la clé comme une grenade, et hoche la tête, prêt à faire exploser la réception,
prêt à détruire sa vie pour sauver son fils. Guillaume monte sur l'estrade improvisée au centre du grand salon, les lustres en cristal projetant des éclats de lumière sur les visages figés des invités. Le brouhaha des conversations s'éteignant comme une bougie soufflée quand il tape sur le micro, le son sec résonnant dans les haut-parleurs cachés. Il tient la clé USB entre ses doigts, la brandit comme un poignard et lance la lecture, le fichier audio s'échappant en vagues, la voix de Valérie claire, froide, implacable, avouant le midazolam, la dose finale, la mort naturelle, l'héritage, tandis que les visages se tournent, les verres de champagne suspendus à mi-chemin des lèvres. Valérie, au premier rang, robe en soie crème, collier de diamants scintillants, pâlit d'un coup, le sourire figé se fissurant comme du verre, et elle tente de s'approcher, main tendue pour arracher le micro. Mais Guillaume recule, active la vidéo suivante, l'écran géant derrière lui, s'allumant sur les images de la nurserie. Valérie versant le sédatif, Vidal notant les doses, les dates, les pleurs de Léo, s'éteignant nuit après nuit. Les invités reculent, murmurent. Certains sortent ni leur téléphone, filment, partagent, et le ministre de la Santé, ami de la famille, se lève, visage grave, ordonne le silence. Vidal surgit de la foule, blouse blanche froissée, tente de débrancher le projecteur, mais Aïssata, tablier taché de sang séché, apparaît à ses côtés, lui bloque le passage et d'une voix calme, forte, raconte tout, le lait empoisonné, le testament falsifié, l'ADN truqué, les factures de Bruxelles, chaque mot tombant comme un verdict. Valérie hurle, traite Aïssata de menteuse, de voleuse, de folle, mais Guillaume active le testament modifié, la clause déshéritant Léo projetée en grand, la signature imitée grossièrement, et la salle entière retient son souffle. Les gardes du corps, engagés pour la soirée, s'approchent, mais Guillaume lève la main, ordonne qu'on ne touche à personne et sort son téléphone. Appelle la police, le commissaire en ligne, les sirènes déjà en route. Valérie tente de fuir, talons claquant sur le marbre, mais les invités forment un mur vivant, la retiennent, et Vidal s'effondre, genoux à terre, tête baissée, vaincu. Aïssata reste debout, Léo dans ses bras, descendu de la nurserie par Guillaume, le bébé tétant un biberon pur, les yeux grands ouverts, vivant, victorieux. Les policiers entrent sur les menottes prêtes, et Valérie se débat, crie, pleure. Mais les preuves le sont là, irréfutables, le cloud, la clé, les vidéos, les dossiers. Et elle est y emmenée, robe déchirée, maquillage coulant, tandis que Vidal suit, blouse arrachée, regard vide. La réception se vide, les invités partent en silence, les téléphones encore allumés, la vérité déjà virale, et Guillaume s'effondre sur l'estrade, Léo contre lui, Aïssata à ses côtés, la main sur son épaule, un pacte scellé dans le chaos, la justice enfin servie. Les menottes claquent autour des poignets de Valérie dans le hadrol de marbre, le métal froid mordant sa peau bronzée, tandis que les flashs des journalistes, déjà massés derrière la grille, crépitent comme une mitraille, capturant son visage défait, les larmes creusant des sillons noirs dans le mascara. Elle se débat, robe en soie déchirée, talons arrachés, mais les policiers la poussent vers la voiture banalisée, la portière s'ouvrant comme une gueule, et elle disparaît à l'intérieur, le regard encore tourné vers la villa, vers Guillaume qui tient Léo contre lui, le bébé tétant calmement, vivant, défiant. Vidal suit, blouse blanche froissée, lunettes de travers, les mains tremblantes, tandis qu'un officier lui lit ses droits, chaque mot tombant comme un couperet. Tentative de meurtre sur mineur, falsification de documents, trafic de stupéfiants. Il ne résiste pas, tête baissée, les épaules affaissées, et monte dans une seconde voiture, les portières claquant, les gyrophares bleus balayant la façade comme un jugement divin. Le procureur, arrivé en personne, ordonne la saisie immédiate du coffre, des ordinateurs,
défiole, et les scellés rouges s'accumulent, marquant chaque pièce, chaque mensonge. Au tribunal, 3 mois plus tard, Valérie, tailleur anthracite, cheveux tirés, tente encore de jouer la victime, accuse Aïssata de manipulation, de jalousie, mais les vidéos tournent en boucle, les analyses de toxicologiques confirment le midazolam, les experts suisses authentifient l'ADN, et le juge, voix grave, prononce la sentence. 12 ans de prison ferme, radiation définitive pour Vidal, 7 ans pour complicité, le testament falsifié annulé, Léo réintégré comme héritier légitime. Guillaume, costume sombre, écoute sans ciller, Léo endormi dans les bras d'Aïssata, assise au premier rang, tablier reprisé, regard droit, inébranlable. La presse titre en une, la femme de ménage héroïque, la fiancée diabolique. Mais Aïssata refuse les interviews, décline les plateaux télé, rentre à Saint-Denis, range son sac, prépare le thiéboudienne pour ses fils, et continue, comme si la justice n'était qu'un détour dans une vie de combat quotidien. Guillaume, lui, signe les papiers d'adoption, reconnaît Léo comme son fils à part entière, efface la tâche biologique, grave le mot père dans le marbre de sa conscience. Les scellés sont levés, la villa nettoyée, les caméras éteintes, et la grille se referme sur un silence nouveau. Un silence où plus aucun biberon ne sentira la mort, où plus aucun enfant ne dormira pour ne jamais se réveiller. La loi a parlé, les menottes ont claqué, les portes de prison se sont refermées, et dans la nurserie, Léo babille, les yeux brillants, la peau rose, la vie revenue, définitive, irréfutable. Guillaume convoque la presse dans le grand salon, encore marqué par les scellés quartiers rouges, les lustres rallumés, les tapis remplacés, et il se tient debout derrière un pupitre improvisé, Léo dans les bras, Aïssata à ses côtés, tablier repris échangé contre une chemise blanche impeccable, les cheveux tressés en arrière, le regard calme mais déterminé. Il annonce la création de la fondation Aïssata Diallo, 10 millions d'euros injectés immédiatement, un fonds dédié aux enfants des quartiers, aux mères immigrées, aux familles qui n'ont pas les moyens de payer un biberon, un médecin, une chance. Il signe les statuts devant les caméras, la plume grattant le papier comme une promesse gravée dans le marbre, et nomme Aïssata directrice exécutive, salaire annuel, équivalent à celui d'un cadre supérieur, contrat à durée indéterminée, bureau à Neuilly mais déplacement quotidien à Saint-Denis, à Clichy, à Sarcelles, là où les enfants dorment encore dans des lits, superposés, là où les mères comptent les centimes pour le lait. Il fait don de la villa secondaire à Biarritz, transformée en centre de formation pour les aides-soignantes, les éducatrices, les femmes qui, comme Aïssata, ont tout vu mais n'ont jamais été vues. Il licencie l'ensemble du personnel impliqué, remplace les gardes du corps par des éducateurs spécialisés, transforme la nurserie en salle de consultation pédiatrique gratuite et installe un laboratoire d'analyse dans le sous-sol, équipé pour détecter toute substance, tout mensonge, toute menace. Il finance des bourses pour les enfants d'Aïssata, leurs études, leurs rêves, et fait construire une crèche dans la cité, murs peints, en couleurs vives, jouets neufs, lait en poudre à volonté. Aïssata accepte, non par gratitude, mais par devoir, car elle sait que l'argent ne répare pas, mais qu'il peut protéger, et elle prend la parole, voix posée, wolof mêlé au français, racontant les nuits sans sommeil, les biberons empoisonnés, les enfants qu'on laisse mourir dans l'indifférence, et elle exige que chaque euro soit tracé, chaque décision validée par un comité de maires, pas de banquier, pas de conseiller en images. Guillaume acquiesce, signe, transfert, et pour la première fois, il n'est plus le maître, mais le serviteur. Il vend sa participation dans la start-up, réduit son train de vie, déménage dans un appartement plus modeste à Neuilly, garde Léo avec lui
chaque soir, apprend à changer les couches, à préparer le biberon, à chanter en wolof les berceuses qu'Aïssata lui enseigne. Il finance une campagne nationale contre la maltraitance invisible. Les enfants riches aussi meurent, dans le silence des villas, derrière les rideaux de soie, et il témoigne, visage nu, sans filtre, devant les caméras, avouant son aveuglement, sa lâcheté, sa rédemption. La fondation ouvre ses portes. Aïssata coupe le ruban, Léo dans ses bras, et les mères affluent, les enfants rionnent, les biberons sont purs, les analyses gratuites, les rêves possibles. Et Guillaume, en retrait, regarde, apprend, répare, une vie à la fois. 6 mois plus tard, le jardin de la villa de Neuilly s'éveille sous un soleil tiède de printemps. Les rosiers taillés avec soin, l'herbe tondue en tapis d'hiver, et Léo, 14 mois, titube sur ses jambes potelées, piéconne nu dans l'herbe humide, un ballon rouge rebondissant devant lui, ses rires cristallins résonnant contre les murs de pierre, comme une musique nouvelle. Aïssata, chemise blanche impeccable, badge de la fondation épinglé sur la poitrine, s'agenouille à sa hauteur, lui tend les bras, et il court, tombe, se relève, rit encore, la peau rose, les yeux vifs, le corps robuste, loin du spectre gris qu'il était autrefois. Guillaume, chemise ouverte, manches retroussées, filme la scène avec son téléphone, un sourire idiot sur le visage, celui des pères qui découvrent que l'amour se mesure en chute et en éclats de rire, et il zoome sur Aïssata quand Léo se jette dans ses bras, bafouille les syllabes maladroites. Maman Aïssata, le mot tombant comme une bénédiction, faisant monter les larmes aux yeux de la femme qui n'a jamais demandé de titre, mais qui l'a gagné dans le sang, la sueur, la vérité. Elle le serre contre elle, embrasse son front, et lève les yeux vers Guillaume, un échange silencieux, un pacte scellé dans le regard, où plus rien ne sépare le maître de la servante, le riche du pauvre, le père du fils. La fondation Aïssata Diallo fonctionne à plein régime, les murs de la crèche de Saint-Denis peints en jaune soleil, les enfants alignés pour le goûter, les mères apprenant à lire les étiquettes, à peser la poudre, à reconnaître la fièvre, et Aïssata passe de salle en salle, tablette à la main, vérifiant les comptes, les dons, les résultats, refusant toujours les caméras, les honneurs, préférant le concret, le quotidien, la vie sauvée une goutte de lait à la fois. Elle forme des dizaines d'aides soignantes, toutes issues des quartiers, toutes anciennes invisibles, et elles repartent, diplôme en poche, prêtes à protéger, à voir, à parler. Guillaume, lui, a vendu la Tesla, pris le RER, appris à faire la queue à la cantine, à changer les couches dans les toilettes publiques, à chanter en wolof sous la douche, et il écrit un livre, pas pour la gloire, mais pour que plus aucun père ne signe sans lire, plus aucun enfant ne dorme pour ne jamais se réveiller. Il finance des campagnes, des spots télé, des affiches dans les maternités, et il témoigne, voix rauque, face aux caméras, avouant son aveuglement, sa rédemption, son apprentissage auprès d'une femme qu'il avait chassée. Dans la cuisine de la villa, redevenue simple, sans quartz ni lustre, Aïssata prépare le thieboudienne du dimanche, Léo sur un tabouret à ses côtés, Guillaume épluchant les oignons, les fils d'Aïssata riant autour de la table, et la vapeur monte, les épices emplissent l'air, les voix se mêlent. Wolof, français, rire, et la maison respire enfin, vivante, vraie, juste. Aïssata s'arrête, regarde par la fenêtre, voit Léo courir, tomber, rire, et elle murmure, pour elle-même, pour le monde, que le courage n'a pas de classe, que la voix d'une femme de ménage peut renverser des empires, que l'amour, le vrai, se mesure en biberon pur, en regard ce droit, en enfant qui marche. Elle éteint le feu, serre les assiettes, et la famille, nouvelle, recomposée, mange, rit, vit, sous un ciel enfin sans poison. Cette histoire nous rappelle que le courage véritable
n'exige ni richesse ni pouvoir. Il naît du refus de détourner le regard face à l'injustice, surtout quand une vie d'enfant est en jeu. Une femme de ménage, invisible aux yeux du monde, a su faire trembler un empire de mensonges, simplement en choisissant de parler, de protéger, d'aimer. Et vous? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice que personne ne voulait voir? Avez-vous osé parler quand tout vous poussait au silence? Partagez votre expérience, votre réflexion, votre l'histoire dans les commentaires. Chaque voix compte, chaque témoignage peut sauver une vie. Merci de tout cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche et à très bientôt pour une nouvelle vie qui refuse de se taire.